bonjour, bienvenue sur les podcasts de Clean Sheet. Après une petite semaine de repos bien méritée, on est de retour et cette semaine, comme vous l'avez vu dans le trailer, on part du côté des Pays-Bas. C'est un pays que j'ai pas beaucoup traité encore pour l'instant sur Clean Sheet, hormis un article sur AZ. Et j'ai avec moi aujourd'hui peut-être le spécialiste, en tout cas celui que sur Twitter on identifie comme le spécialiste du PSV donc sur Twitter. Il s'agit de Agista, alias Matt. Salut Matt, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast pour parler de mon club de cœur aux Pays-Bas. Ça va très bien, ça va très très bien. Surtout qu'on est à quelques minutes du coup d'envoi du match retour pour le barrage entre les Rangers et le PSV. Donc je suis le plus excité possible. Bah ouais, c'est vrai que bon, le hasard du calendrier a fait qu'on a déterminé ce jour-là et qu'on enregistre, allez quoi, une heure et demie avant le coup d'envoi. Donc, il vaut peut-être mieux ou peut-être mieux pas d'ailleurs qu'on enregistre maintenant. Je pense quand même que le PSV a de bonnes chances de passer, mais on en parlera un peu plus tard. Juste classiquement, est-ce que tu veux peut-être te présenter, voilà, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, et puis pourquoi cette passion pour le football néerlandais et en particulier pour le PSV? Ouais, bien sûr. Alors déjà, je m'appelle pas Agista, mais Mathieu. J'ai 27 ans. J'habite et je travaille actuellement en région parisienne. J'ai une grande partie de ma famille qui est originaire des Pays-Bas, donc à la fois Den Haag, donc la Haye, Eindhoven et Amsterdam. Donc la passion est venue assez rapidement et assez naturellement pour le football néerlandais. C'est vraiment mes premiers maillots de l'équipe nationale, les premiers matchs que je suis allé voir. Donc tout est venu un petit peu de là. Et puis mon autre partie de famille est originaire de Bordeaux aussi, avec beaucoup de cousins encore là-bas. Donc je me suis aussi pris de passion pour les Girondins de Bordeaux. Donc voilà, ça m'a permis de commencer un petit peu à rentrer dans le football dès mon plus jeune âge, et puis de suivre bien sûr les épopées des différentes équipes néerlandaises et notamment le PSV du début des années 2000. Bon, il y a une passion qui est un peu plus simple à assumer que l'autre aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'être supporter des Girondins, j'ai une pensée un peu pour la grande communauté girondine sur Twitter, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué. Tant mieux, aujourd'hui on est là pour parler du PSV, ça va être un peu plus sympathique, je pense. Euh, quelques rappels de base, comme on fait toujours, hein. Donc le club est fondé en 1913, il est situé à Eindhoven. Où tu as un peu de famille. Eindhoven, c'est la cinquième ville du pays. Le club a été créé par la société Philips, hein, qui est une société néerlandaise que vous connaissez tous, puisqu'elle produit entre autres de l'électroménager. Le PSV, c'est le deuxième club le plus titré derrière l'Ajax, évidemment, a eu 24 titres de champion, 10 coupes des Pays-Bas et 13 super coupes. Mais c'est également un club qui a connu des succès européens avec une coupe des clubs champions et une coupe de l'UEFA. Est-ce que, Tout à fait. Mathieu, est-ce que tu peux nous retracer sans rentrer évidemment dans le détail et sans faire un truc d'une heure qui nous dépasserait tous, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est construite un peu cette machine à gagner du PSV? Ouais, tout à fait. Bah, le PSV, c'est avant tout un club populaire. C'est vraiment un club qui est basé sur comment dire, la force du bassin industriel néerlandais, notamment autour de l'entreprise Philips, comme tu l'as bien rappelé. J'aime aussi rappeler que c'est un club qui se situe à Eindhoven, aux Pays-Bas et non pas en Hollande. La différence est vraiment très très importante. On fait souvent l'ambivalence en français de dire que c'est un club hollandais. C'est surtout un club néerlandais qui est situé donc dans le Brabant. Ma famille il tient beaucoup, en tout cas la famille qui me reste là-bas à Eindhoven, contrairement à bien C'est sûr quoi la Amsterdam. différence C'est quoi la différence entre les deux? Parce que je te vois souvent corriger les gens sur Twitter. Je me dis, ok, il a raison, mais pourquoi en fait, pourquoi on fait cette confusion? En fait, les Pays-Bas, qui est un pays relativement petit et est en fait délimité en province ou en région. Et si tu veux, la principale région s'appelle la Hollande.
Donc c'est une région qui va inclure Rotterdam, La Haye, Amsterdam, Utrecht aussi, toutes les villes un petit peu grandes et renommées aux Pays-Bas à l'international. Et beaucoup de gens en fait font un petit peu l'erreur de dire que la Hollande c'est les Pays-Bas, alors qu'en fait tu as aussi à peu près 60% du pays qui n'est pas du tout inclus dans la Hollande, donc qui ne se font pas appeler les Hollandais. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, Bon, pardon, je te donc coupe, voilà. vas-y, vas-y. Tout à fait, tout à fait. Mais on est là pour faire des digressions, pour faire des parenthèses. Donc voilà, cette entreprise, pardon, ce club-là a été fondé par Philips, dont il tient le nom. Philips a en fait doté le club de toutes les infrastructures, y compris aussi de ses premières équipes. Les premières équipes, c'était vraiment les équipes des ouvriers Philips. Et ce qui est assez intéressant, ce que j'aime bien comme anecdote, c'est que ce club-là a été créé pour célébrer en fait un anniversaire qui était celui de la défaite française dans les guerres napoléoniennes. Donc du coup de 1813. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de petits clins d'œil lors des confrontations avec les clubs français à justement la création du club que j'aime beaucoup, puisqu'en fait, il y a encore 2 semaines, le PSV, puisqu'on est actuellement le 24 août, a éliminé l'AS Monaco. Donc voilà, c'est encore un petit clin d'œil. Et c'est vrai que le PSV, en fait, s'il s'est construit autour de justement cet aspect populaire-là, cet aspect très industriel, a toujours été supporté par une seule entreprise, l'entreprise Philips, encore actuellement, qui sponsorise bien sûr le club, mais aussi les maillots, enfin certains maillots, puisque maintenant on a encore changé de sponsor maillot, le stade et pas mal d'infrastructures du centre d'entraînement. Donc en fait, le PSV va vraiment avec l'expansion de l'entreprise Philips et vice versa. C'est un des clubs qui s'inscrit dans les 3 plus gros clubs des Pays-Bas, avec bien sûr le Feyenoord et évidemment Amsterdam. Donc ils font partie de ce qu'on appelle le Groot Dre, qui est un petit peu le Big Three des Pays-Bas. Maintenant, on a un peu plus un Big Four avec l'AZ. Et c'est un club qui a toujours, voilà, qui a toujours été confronté à ces 2 grands rivaux, même si la rivalité entre le PSV et Feyenoord ou le PSV et Amsterdam et l'Ajax, pardon, est beaucoup moins marquée entre ces 2 clubs-là. Et c'est un club qui, en fait, a connu comment dire, un parcours relativement modeste jusqu'aux années 60, 70, sans grand fait marquant sur le plan européen. Et puis après, il y a eu aussi pas mal de confrontations avec des clubs français, des clubs voilà, une renommée un peu internationale. Il y a eu du coup la victoire en 1978, donc c'était à l'époque la Coupe de l'UEFA. C'était vraiment l'expansion et un peu l'âge d'or aussi du PSV qui voilà, sur le plan national, on a eu aussi pas mal de titres à ce moment-là, en 75, 76, pas 77 si je dis pas de bêtises, 78, et voilà, qui a préparé aussi la grande expansion dans les années 80 avec justement la Coupe d'Europe des clubs champions en 88. Donc voilà, on a eu une grosse expansion, une grosse expansion aussi de l'équipe nationale à ce même moment. C'était aussi avant l'arrêt Bosman, donc on avait vraiment une très forte, un très fort bassin de joueurs néerlandais qui pouvaient aussi profiter d'un pays qui vivait pour le foot, qui avait une équipe nationale relativement forte, qui avait des centres de formation de pointe. Avant justement l'émergence de championnats comme par exemple la Première Ligue, comme par exemple aussi l'Espagne. Donc voilà, on a eu une période relativement faste qui a été un peu voilà un petit peu comment dire marquée par justement l'arrêt Bosman, par l'émergence de plusieurs autres grandes puissances sur le plan footballistique en Europe, notamment par exemple en Italie dans les années Italie, 90. ouais. Donc
Donc on a eu voilà un relatif déclin avec quelques soubresauts dans les années 2000. Et depuis peu, on a un championnat qui se structure très bien. On a des clubs qui se structurent très bien, que ce soit d'un point de vue financier, avec beaucoup moins de problèmes financiers. On a eu beaucoup de clubs qui se sont endettés dans les années 2000. On a eu des mutualisations de centres de formation aussi dans les années 2010. Pas mal de clubs qui ont été relégués, comme par exemple Twente, qui ont eu des problèmes sportifs comme l'AZ Alkmaar, enfin l'AZ pardon, à Alkmaar. Et donc voilà, on a une réémergence un petit peu de ce club-là. Avec notamment voilà la formation que ce soit à l'Ajax, que ce soit au Feyenoord, que ce soit à l'AZ ou que ce soit au PSV. On a quand même trois quatre clubs, voire même 5 clubs aussi, qui sont vraiment pourvoyeurs de futurs champions ou de superstars, en tout cas de l'équipe nationale, euh, actuellement. Voilà. Et moi, ce qui m'a toujours un peu surpris, c'est que, tu vois, en Allemagne, on appelle les Plastic Clubs ces clubs qui appartiennent notamment à de riches industriels. Tu as Wolfsburg avec Volkswagen, Leverkusen avec l'entreprise Bayer, etc. Alors que le PSV, j'ai l'impression, ne souffre pas de ce déficit d'image du fait d'appartenir à la société Philips. Est-ce qu'aujourd'hui, la société Philips est toujours présente au sein du comité de direction? Quelle est l'implication aujourd'hui de Philips et pourquoi, en fait, on ne traite pas le PSV de Plastic Club? Alors, Philips, c'est une entreprise qui a toujours été présente depuis la création. C'est vrai que elle a été présente, voilà, depuis les années 1910-1920. C'est un gros pourvoyeur d'emplois. C'est une entreprise vraiment qui représente aussi le savoir-faire néerlandais d'un point de vue sur les hautes technologies et dans l'innovation. C'est une entreprise qui a plutôt bonne presse aux Pays-Bas et à l'international. On sait que c'est aussi un gage de qualité. Donc voilà, c'est pas une entreprise qui a souffert de scandales, comme ça a pu être le cas avec Volkswagen, notamment voilà, en Allemagne récemment. Ouais, c'est une entreprise voilà, comment dire, qui a le vent en poupe, et qui a pas eu de gros scandales, en tout cas pas à ma connaissance. Et le PSV, voilà, a pas une image négative du fait voilà, des aléas un petit peu de l'entreprise. Maintenant, l'entreprise est toujours très bien implantée au club, même si elle a tendance un petit peu plus à s'effacer ces derniers temps. Notamment, par exemple, on a le changement de sponsor maillot ces derniers temps qui m'a, moi, particulièrement aussi marqué. On n'a plus le gros Philips sur le maillot principal ou les maillots extérieurs. On a vraiment maintenant un nouveau sponsor qui met beaucoup plus en avant la ville de Eindhoven, beaucoup plus que l'entreprise sponsor du club. Néanmoins, ça reste toujours un naming sur le Philips Stadium, ou Philips Stadium aussi. C'est une entreprise qui investit encore beaucoup en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, équipement du stade entre autres, qui est toujours aussi présente, justement, tu l'as dit, au conseil d'administration, qui a toujours des membres. Alors je sais plus exactement quel est leur nombre ou quel est leur nom actuellement. Il y a une rotation assez importante là-dessus. Mais voilà, c'est une entreprise qui est toujours décisionnaire un petit peu dans l'image du club. Et pourquoi ça n'a pas mauvaise presse aux Pays-Bas? Tout simplement parce que je pense que comment dire, la critique se fait beaucoup plus sur l'aspect club que sur l'aspect un peu propriétaire. Ces derniers temps, on a beaucoup de changements de propriétaires aux Pays-Bas, que ce soit le Vitesse avec des propriétaires russes, que ce soit Sitar avec des propriétaires turcs, ou autres. Beaucoup d'investisseurs aussi qui arrivent en plus. Je pense aussi à Ado, à Adenar, qui a eu des investisseurs américains, si je dis pas de bêtises. Et c'est beaucoup plus, on aime beaucoup plus taquiner sur la prestance du club, sur ses supporters. Les supporters du PSV sont vus comme les paysans, les industriels, un peu les bouseux. Moi, ma famille à Amsterdam, quand elle parle de ma famille à Eindhoven, pour taquiner, ça va être les fermiers, ça va être justement les Boeren. Donc voilà, on a ces petites taquinades qui se font beaucoup plus sur le club, beaucoup plus que sur les propriétaires.
Et puis aussi, on n'a pas un club qui est monté de toutes pièces. Tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as évoqué tout à l'heure, Leipzig. C'est un club très moderne, c'est un club qui a beaucoup de succès ces derniers temps en termes sportifs, mais c'est un club qui est super récent, c'est un club qui a pas forcément la même histoire que le PSV. Le PSV, il a une histoire plus que centenaire. Donc voilà, même si effectivement la création du championnat dans les années 50 fait que l'histoire du PSV avant les années 50, c'est un peu peanuts. Donc voilà, je pense que c'est une entreprise qui a vraiment évolué avec l'histoire du club et qui est partie prenante de l'histoire du club. Donc c'est pour ça que c'est elle a bonne presse, j'ai envie de te dire. Ouais, je comprends tout à fait et je me posais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, je me demande aussi si le PSV est peut-être aussi un club familial. Je m'explique. Quand je regarde les clubs dont je traite, que ce soit à l'écrit ou en podcast, je regarde toujours de qui est composé le staff. Et là, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'anciens joueurs. Donc l'entraîneur, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est depuis cet été Ruud van Nistelrooy. Dans son staff, il y a l'ancien défenseur central, alors je m'excuse pour la prononciation si elle est mauvaise, André Houyer. Il y a aussi Bas Rorda, qui était un joueur du PSV. Le directeur technique, c'est John De Jong. Dans le staff dirigeant, on retrouve aussi Jan Vennegoor au Wesseling. Est-ce que ça me fait pas mal penser au Bayern? Est-ce que c'est quelque chose de récent, ça, ou ça a toujours fait partie de l'histoire du PSV d'intégrer les anciens grands joueurs du club? Non, écoute, je pense il y a ce qu'on appelle un peu en France et comme tu l'as un petit peu expliqué aussi en Allemagne, ce qu'on appelle la culture club un peu. Le PSV est une institution, tout comme l'Ajax est une institution, Feyenoord est une institution. Tu as une certaine fierté aussi derrière cette notion-là. C'est un club qui représente vraiment quelque chose aux Pays-Bas. C'est à la fois une histoire, un gage de qualité. On connaît tous quelqu'un qui a évolué dans les jeunes au PSV. Si on touche un petit peu au football, on est tous au moins allés voir un match voilà, au Philips Stadion, que ce soit pour voir notre équipe ou que ce soit pour voir l'adversaire. Donc c'est vrai que c'est un club qui représente un petit peu le football aux Pays-Bas. Et donc après, tout naturellement, à partir du moment où voilà, tu évolues au PSV, le PSV c'est un club qui est relativement marquant. C'est vrai que tout comme le Feyenoord ou tout comme l'Ajax, à partir du moment où tu as vécu une histoire au PSV, tu as gagné des titres, je pense que tu as aussi envie voilà, de garder cette Ce part-là lien. dans ton Mm. exactement ce lien dans ton cœur. Et c'est aussi un club qui est stable. C'est aussi un club qui est stable, qui peut se permettre justement, de par cette stabilité, de tester des choses au niveau des coachs. Par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, faire revenir d'anciens joueurs et leur donner voilà les rênes de l'équipe A pour un certain temps. Ça a aussi été le cas pour Philippe Cocu, ça a été le cas pour Mark Van Bommel aussi très récemment, Ruud van Nistelrooy encore une fois. C'est un club qui du coup un peu par sa stabilité bah en fait peut se construire un petit peu une sorte de voilà peut comment dire renforcer en tout cas cette culture club avec les anciens. Parce que voilà, on a une stabilité financière qui nous permet aussi de temps en temps de pouvoir faire des coups sur le mercato. Et si on met un entraîneur un petit peu plus innovant, un petit peu plus jeune là-dessus pour développer un joueur, et ben on aime bien prendre le risque. Donc voilà, et puis c'est vrai que on a un conseil d'administration qui est relativement stable. On n'a pas forcément de problèmes extra-sportifs ou même de problèmes sportifs de descente ou autre. On a une stabilité financière. Donc voilà, je pense que c'est un club qui effectivement aime bien construire cette solidité autour des anciens. Et pour l'instant, écoute, ça marche relativement bien en termes de longévité. C'est un club qui voilà ne descend pas, c'est un club qui gagne des titres, c'est un club qui se classe dans le top 3 néerlandais depuis des dizaines d'années. Donc ça marche relativement bien. Ok, j'entends. Euh, Tu sais, en préparant avant les podcasts, je prépare toujours maintenant un petit trailer vidéo pour annoncer
annoncer quel est le club dont on va parler et présenter les sujets. Et au début du trailer, je mets toujours une petite partie pour présenter la ville. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver beaucoup de choses à dire sur la ville d'Eindhoven, qui me semble être une ville assez calme. Tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression d'une ville assez calme où il n'y a pas non plus des tonnes de choses à faire. Et pourtant, le PSV, moi je suis de 86, donc ça fait des années que je vois le PSV, notamment en Ligue des Champions. J'ai toujours eu l'impression d'un club flamboyant, presque électrique, en tout cas dans le style de jeu. Est-ce que tu dirais que le club ressemble à la ville ou la ville au club, ou il y a une espèce de dichotomie un peu entre les deux, entre le calme d'Eindhoven et le côté un peu électrique du PSV? Non, écoute, je pense que le football aux Pays-Bas est électrique. Voilà, la passion des gens pour le football, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans la culture néerlandaise. Et tu le vois aussi, notamment par exemple pour les équipes féminines. L'équipe féminine nationale est très suivie, très populaire. Il y a beaucoup de déplacements. Il y a des déplacements pour la Coupe du Monde, pour l'Euro, de milliers de supporters néerlandais. Et pour l'équipe masculine, c'est aussi la même chose, même si ces dernières années, on a eu quand même beaucoup plus de bas que de hauts. Quand il y a eu des soubresauts, voilà, il y a eu un réel engouement. Donc le football est vraiment bien implanté dans cette culture-là. Alors ça peut trancher un petit peu, comme tu l'as dit, avec le calme, même si bon, Eindhoven, c'est pas vraiment une ville qui est calme, c'est une ville qui est relativement modeste, qui doit faire à peu près 250 000 habitants, si jamais je te dis pas de bêtises, mais voilà, qui est extrêmement bien connectée. Les gens sont relativement assez actifs. C'est pas une ville paisible, en fait, c'est pas une ville paisible, et tu le ressens en fait très vite quand tu t'intéresses au football à Eindhoven. Le stade, et ça c'est quelque chose vraiment que j'adore, le stade est en plein centre-ville, un stade qui doit faire 36 000 places quasiment. Donc voilà, quand t'as des jours de match, c'est 35 000, même peut-être un peu plus de monde qui converge vers le centre-ville, vers le stade, vers les bars. Donc voilà, tu as tout de suite énormément d'animation quand tu as des titres, quand tu as des chocs. Tout à l'heure, là, j'ai relayé des vidéos de centaines et de milliers de supporters qui sont en train de mettre un petit peu l'ambiance dans la ville. Donc voilà, c'est une ville qui sera toujours électrisée par le football, par ses supporters et par son club. Et ça, c'est un peu le propre de toutes les villes un petit peu aux Pays-Bas. Quand tu vois un petit peu les derbies, les toppers, comme on les appelle, avec l'Ajax, le PSV, quand tu vas voir des matchs entre le Feyenoord et l'Ajax, il y a toujours énormément d'électricité, voire même parfois un peu de violence. C'est vrai qu'il y a une culture un petit peu du hooliganisme qui est encore très présente dans certains clubs. Donc voilà, l'ambiance sera toujours un petit peu électrisée par le football. Ok. Et en parlant d'électricité, je vais rester sur ce terme-là. Le PSV, en tout cas dans mon inconscient à moi, a toujours été un énorme épouvantail en Ligue des Champions. C'est vraiment le club que personne n'avait envie de jouer. Tu savais que le déplacement au Philips Stadion allait toujours être compliqué. Conférer penalty sur Nilmar, etc. Enfin voilà, c'est des histoires qui datent pas d'hier. Ça fait des années et des années. Comment est-ce qu'on explique ces performances de haut niveau en Champions League? Est-ce que le PSV est une équipe de coupe particulièrement, ou il y a un lien particulier à l'Europe? Bah écoute, c'est une très très bonne question, et c'est vrai on en parle très régulièrement avec mes amis sur Twitter, et avec toutes les relations qui suivent le football néerlandais, notamment la page FootNL qu'on tient avec plusieurs personnes. Et moi j'aime bien aussi être un peu consultant là pour cette page-là. On soulève comme ça pas mal de questions, et on se dit finalement, récemment, il y a quand même des épopées de clubs, en général l'Ajax, euh, avec des budgets relativement modestes, comparé justement aux très très grosses cylindrées. Et puis quand tu remontes un petit peu dans le temps, voilà, bah, tu as quand même aussi, tu l'as dit, le PSV en 2005 qui va éliminer deux clubs français, Monaco, puis après l'Olympique Lyonnais. Alors oui, penalty ou pas sur Nilmar, ça peut être un débat, certes.
il n'y avait pas la VAR à l'époque, qui était aussi à deux doigts de faire un exploit aussi contre Milan derrière. Donc voilà, c'est des clubs qui se débrouillent bien de manière générale en Europe, et on l'a encore vu très récemment, il y a quelques mois, avec le Feyenoord dans cette toute nouvelle coupe de l'UEFA Conference League. C'est des clubs qui, dès qu'on arrive sur des matchs européens, sont capables aussi de se transcender. Qui sont capables de se transcender. On peut voir des joueurs évoluer à d'autres niveaux. On peut voir vraiment un engouement tout particulier pour des supporters pour les Coupes d'Europe. On peut le voir aussi dans les magnifiques images de communication de l'Ajax à chaque fois qu'il y a eu justement les matchs contre le Real, les matchs contre la Juventus. On a eu des superbes teasers. On a eu des anciens qui sont revenus au club, qui ont fait des centaines, voire même des milliers de kilomètres pour pouvoir parler aux jeunes joueurs, les motiver, leur expliquer un peu l'importance de l'histoire de l'Ajax en Coupe d'Europe. Donc voilà, on a un engouement particulier. Récemment, on a quand même beaucoup plus de facilités qui sont faites par la KNVB, qui est du coup un petit peu l'organe équivalent à la LFP, qui va justement adapter les calendriers des clubs néerlandais. On avait 3 clubs néerlandais qui étaient qualifiés pour les barrages de Coupe d'Europe, donc 2 clubs en UEFA Conference League et un club en Ligue des Champions, le PSV, les 2 autres étant l'AZ et Twente. Et leurs matchs ont été décalés, les matchs du week-end dernier, pour pouvoir leur permettre de préparer beaucoup mieux les matchs de Coupe d'Europe. Donc ça, c'est vraiment des facteurs qui sont assez importants ces derniers temps, d'avoir justement des petites souplesses du calendrier faites justement par la Ligue, pour pouvoir leur permettre d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir disputer les Coupes d'Europe. Après aussi, tu as l'aspect formation. Je pense qu'on en reviendra un petit peu plus tard. On a des joueurs, voilà, qui restent beaucoup plus au club jusqu'à 22, 23, peut-être même 24 ans de temps en temps, pour pouvoir justement disputer régulièrement ces Coupes d'Europe, puisque maintenant le championnat néerlandais permet à beaucoup plus de clubs d'être qualifiés pour des Coupes d'Europe, et ça sera encore mieux dans le futur avec justement tous ces points UEFA que collectent les clubs néerlandais. Donc voilà, on a une sorte d'attractivité des clubs néerlandais vers la Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et en termes de résultats, bon, on a quand même pas de clubs qui ont gagné de Coupe d'Europe depuis les 25 dernières années quand même. Mais de temps en temps, on a des épopées. On a des épopées qui sont faites aussi parce que les clubs réussissent très bien sur le championnat national. Donc le championnat national prépare un peu bien la Coupe d'Europe. Voilà. Ok, mais écoute, franchement, pour moi, cette question, elle permettait aussi de terminer la présentation du club parce que j'associe toujours le PSV avec la Ligue des Champions. Voilà, c'est vraiment des souvenirs aussi, notamment avec les équipes de Gus Hiddink et ses super beaux parcours. On reparlera un peu de ces quelques joueurs un peu plus tard. Euh, on va faire un bond dans le temps et repasser en 2022. Cet été, Ruud van Nistelrooy a été nommé coach de l'équipe 1 en remplacement de Roger Schmidt, parti du côté de Benfica. Il était auparavant, alors tu me corrigeras, je ne sais plus s'il était avec les U21, U19 au centre de formation, mais en tout cas avec les équipes de jeunes du PSV. Est-ce que pour toi, au-delà de l'aspect ancien grand joueur et ancien du club, est-ce que c'est un choix qui est cohérent et qui est un bon choix pour l'après Roger Schmidt? Alors moi c'est un donc déjà, alors pour te reprendre un tout petit peu, c'est un ancien joueur qui a très rapidement évoqué son désir d'entraîner. Pour entraîner aux Pays-Bas, c'est relativement simple quand on est un ancien grand joueur. En général, tu vas te rapprocher de ton ancien club formateur, avec lequel tu as toujours en général pas mal de relations. Donc il a été en fait d'abord bien sûr spécialisé dans l'entraînement plutôt des attaquants, voire des milieux de terrain dans les équipes de jeunes pendant pas mal d'années, pendant 3-4 ans. Et puis après, on l'a fait progresser jusqu'au U17, U19 et il y a 2 ans, pardon, U21, où en fait, c'est des équipes qui, un petit peu comme les équipes françaises pour les U18 et U19, performent avec d'autres équipes des clubs formateurs des Pays-Bas, donc Feyenoord, l'AZ, l'Ajax, Twente, etc., etc. Mais à partir des U21, et ça c'est vraiment très très intéressant,
tu bascules sur un aspect beaucoup plus professionnel, puisque tu vas faire évoluer ton équipe, en tout cas pour l'AZ, pour, Utrecht, pour l'Ajax, pour le PSV, dans une sorte de seconde division qu'on appelle la KKD, comme Keuken Divisie, où tu vas avoir à la fois des équipes purement professionnelles, comme tu avais l'année dernière l'Excelsior qui est monté, tu avais pas mal d'équipes comme l'ADO, etc. Mais tu as aussi du coup ces équipes, un petit peu ces équipes de jeunes, qui sont un peu des laboratoires, où tu vas avoir en général de la post-formation. Donc le PSV s'appuie énormément sur ces équipes-là pour faire éclore des talents recrutés à 17, 18, 19 ans, que ce soit des talents néerlandais de clubs formateurs concurrents, ou que ce soit des talents brésiliens, mexicains, voire même de plus en plus scandinaves. Et c'est là où un petit peu un entraîneur peut faire ses gammes et peut voilà, essayer de prouver un petit peu qu'il a les capacités pour passer au niveau supérieur en faisant jouer ses équipes contre d'autres équipes professionnelles. Il s'est trouvé que Ruud van Nistelrooy avait des plutôt très bons résultats en termes de jeu. En termes de jeu, il avait fait des progrès très significatifs à son équipe l'année dernière. Donc il a été nommé comme entraîneur U21 l'été dernier. Et toute l'année dernière, il a fait du coup évoluer donc Young PSV ou l'équipe U21 dans cette seconde division. Il a eu plutôt des bons résultats, sachant que cette équipe-là ne pourra jamais jamais être promue à l'échelon supérieur. Mais il a surtout développé beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs. Et récemment, le PSV, qui a une stabilité financière plutôt conséquente, s'est dit qu'ils allaient investir encore plus dans la post-formation et le recrutement de joueurs entre 18 et 21 ans. Et quoi de mieux que de recruter un entraîneur qui justement fait développer ces joueurs-là. Donc du coup, ils se sont dit que à la fin du contrat de Roger Schmidt, qui du coup n'allait pas être prolongé, puisque les résultats étaient vraiment pas assez satisfaisants. Il a été recruté pour des titres. Il y a eu très très peu de titres, à part une super coupe l'année dernière. Donc du coup, on allait tester un enfant du club, un joueur qui était très populaire, un entraîneur qui était très prometteur, et surtout qui développait beaucoup beaucoup de jeunes. Que ce soit je pense qu'on va revenir plus tard dessus, mais des Bakayoko, Babadi, Komemencia, voilà, il a pu justement avoir entre ses mains pas mal de joueurs talentueux. Donc cette année, c'est vraiment la tournure qui a été prise. Ce qui a été très intéressant, c'est que c'est vraiment l'équipe dirigeante du PSV qui est venue le chercher. Lui, il a tout de suite dit en mai dernier, je suis pas prêt pour entraîner l'équipe A, puisqu'il y avait pas mal de rumeurs. Il a tout de suite dit, je ne suis pas prêt pour entraîner l'équipe A. Et ça a pris un mois pour le convaincre. L'équipe dirigeante du PSV s'y est mis pour pouvoir justement essayer de le faire infléchir, pour lui prouver aussi que le PSV allait investir cette saison, qu'il allait avoir aussi une stabilité en termes de recrutement, en termes de prolongation, en termes de voilà, son 11 de base, etc. Et que en fait, voilà, on allait être patient avec lui. Donc ça a fini de le convaincre et le voilà maintenant entraîneur du PSV depuis un petit peu plus de 2 mois. Ok, et dans le jeu, est-ce que tu disais qu'effectivement les résultats de Roger Schmidt n'étaient pas suffisants. Ils espèrent évidemment que ça va changer avec Van Nistelrooy, mais est-ce qu'au niveau du style de jeu, on est sur une forme de continuité ou on est sur une forme de rupture, et comment joue le PSV aujourd'hui? Alors je pense une franche rupture. J'ai pas franchement peur de le dire avec Roger Schmidt, puisque Roger Schmidt, en termes de management, déjà, était très différent de Ruud van Nistelrooy. Roger Schmidt était quelqu'un qui avait vraiment ses têtes, parce que voilà, c'est un entraîneur qui peut-être ne pouvait pas se permettre de prendre autant de risques qu'un entraîneur néerlandais réputé, défendu en interne, etc. Surtout sur la fin, Roger Schmidt ne pouvait pas vraiment tenter énormément de choses, sauf quand il avait vraiment plus rien à perdre lors de certains matchs à cause de blessures, etc. En termes de management, il s'appuyait vraiment sur un noyau dur,
Il a lancé assez peu de jeunes, même s'il y a quand même certains joueurs qui ont fait des progrès significatifs. Je pense qu'on va y revenir juste après dessus, sous Roger Schmidt. Donc tout n'est pas acheté sous Roger Schmidt en termes de management. En termes tactiques, par contre, c'était un entraîneur qui était franchement louable pour ses innovations tactiques, pour sa franche compréhension de l'adversaire, pour sa capacité à adapter des systèmes de jeu en fonction de l'adversaire ou en fonction de situation. Il n'a pas franchement été aidé par les nombreuses blessures qu'ont connues les joueurs l'année dernière ou l'année d'avant. Il n'a pas franchement été aidé par un recrutement pléthorique et conséquent là-dessus. Mais voilà, on l'a vu quand même prendre des innovations, prendre des risques et faire des innovations tactiques avec des Mario Götze en neuf, avec des Cody Gakpo en neuf aussi. On a eu aussi des joueurs comme Gutiérrez qui ont été testés en défense centrale. Donc on a eu pas mal de choses d'un entraîneur tacticien. Ruud van Nistelrooy est absolument pas différent dans le terme, dans le fait que ce soit un entraîneur qui est extrêmement porté sur la tactique, mais en termes de management, déjà c'est un entraîneur qui en impose un peu plus. C'est un entraîneur qui est extrêmement réputé, c'est un entraîneur qui est extrêmement respecté aussi pour sa carrière, pour sa stature aussi aux Pays-Bas, pour voilà, sa popularité. C'est un entraîneur qui est très très proche de ses joueurs. On l'a vu notamment contre Monaco, pouvoir lancer des très très jeunes joueurs qui ont aucune minute de jeu en professionnel, enfin en tout cas avec l'équipe A, comme Hopgard, comme Sebari, comme Bakayoko. Voilà, c'est un entraîneur qui a franchement pas peur de donner toute sa confiance en ses joueurs en espérant que les joueurs la lui rendent. En général, c'est quand même souvent le cas. En termes tactiques, c'est un entraîneur qui ne fait pas franchement dans l'innovation. C'est-à-dire que c'est toujours le 4-3-3 traditionnel néerlandais, j'ai envie de te dire, un petit peu le 4-3-3 aussi de l'Ajax, de la sélection nationale, même si en ce moment on joue beaucoup plus en 3-5-2 en sélection nationale ou en 5-3-2. Donc voilà, c'est un entraîneur qui par contre en cours de match est capable de faire plusieurs coups, plusieurs innovations tactiques. On l'a vu très récemment aussi, il a recruté Gustil, ou en tout cas il a approuvé le recrutement de Gustil. Gustil est mis sur le banc pour avoir un profil plus défensif. Il a lancé aussi des joueurs comme Sebari pour pouvoir un petit peu plus contrer des joueurs comme Folland contre Monaco, parce que Sebari a un aspect beaucoup plus défensif que Bakayoko. Donc voilà, c'est un entraîneur qui comprend très bien son équipe, mais en termes tactiques, il va être beaucoup plus sur du classique. Mais ça reste un jeu très chatoyant. C'est un jeu où on sent que les joueurs ils ont une pleine confiance en eux. On l'a vu avec Xavi Simons qui est recruté du PSG gratuitement et qui très vite a pu prendre ses marques dans cette équipe du PSV, d'abord en tant que remplaçant et parfois aussi en tant que titulaire, très vite décisif, très vite beaucoup d'impact sur le jeu. C'est aussi le cas avec un Bakayoko aussi qui prend beaucoup plus de risques alors il avait quasiment aucune minute de jeu avec l'équipe A. Donc voilà, on sent que les joueurs sous Ruud van Nistelrooy ont vraiment confiance en eux et je pense que ça s'est ressenti dans la finale de Supercoupe contre l'Ajax où on a vraiment vu des joueurs qui ont pu mettre la pression sur une équipe de l'Ajax qui était pourtant, comme tu l'avais dit un petit peu, avec cette expression-là, l'épouvantail du championnat ces dernières années. Ouais, tout à fait. Et c'est bien parce que tu me fais une passe décisive pour la suite. Tu as évoqué les noms de Gustil et de Xavi Simons qui sont arrivés cet été du côté d'Eindhoven. C'est vrai que traditionnellement, le PSV, alors, il y a deux aspects, hein. Il y a l'aspect effectivement formation dont on parlera un tout petit peu plus tard, mais il y a aussi l'aspect transfert. Le PSV, dans mon imaginaire, s'est toujours montré assez aventureux dans les transferts. Je me souviens j'ai bien en tête l'épopée sous Gus Hiddink avec Jefferson Farfan qui venait du Pérou. À l'époque, c'était quand même très rare de choper un joueur au Pérou. Park Ji-sung, le Coréen, Damarcus Bisley, qui était peut-être un des premiers Américains à avoir marqué aussi la Ligue des Champions. On se souvient aussi que le PSV a toujours eu d'excellents numéros 9, Romario, Ronaldo, Van Nistelrooy évidemment, Mateja Kejman, Luc Nilis et j'en passe. Il y a quand même une grosse tradition de bon scouting et de bon recrutement au PSV. Le PSV a connu un changement en termes de direction sportive récemment, puisque c'est Marcel Brands aujourd'hui qui est directeur sportif.
Euh, il n'a pas montré grand-chose du côté d'Everton. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais été spécialement convaincu par les mouvements qu'il a fait. Qu'est-ce que tu penses de son arrivée? Qu'est-ce que tu penses aussi du mercato estival? Et est-ce que pour toi, le PSV retrouve un peu je sais pas, ce côté un peu électrique aussi sur le marché des transferts depuis l'arrivée de Brands? Ouais, bah écoute, totalement, notamment cet été. Cet été, on a vraiment des grosses, comment dire, des gros dossiers, des dossiers vraiment très très chauds, avec notamment par exemple Sangaré, avec Cody Gakpo. En tout cas, dans le sens des départs, on a des joueurs qui sont très courtisés. Il y a deux choses. Il y a déjà un club qui ces derniers mois, en tout cas ces dernières années, a été très marqué par le recrutement fait par des entraîneurs. Et je pense aussi notamment à Roger Schmidt qui avait ses souhaits de recrutement, que ce soit par exemple Ramalho, euh, que ce soit Zahavi aussi. Voilà, il avait ou Mouenet, pardon. Il avait voilà des souhaits de recrutement pour jouer dans un certain schéma, etc., etc. Et ça faisait pas la part belle à un homme de l'ombre qui a justement beaucoup aidé Marcel Brands dans son introduction en tant que directeur technique, enfin directeur du football, c'est John de Jong. John de Jong qui voilà, est un des acteurs principaux, pardon, du recrutement de Joey Virman, un des acteurs principaux aussi du recrutement de Luc de Jong. Et il a vraiment beaucoup aidé aussi Marcel Brands sur pas mal de dossiers chauds. Euh, Récemment, en tout cas cet été, il y a très peu d'arrivées qui sont principalement attribuées à Marcel Brands. Et ça, c'est vraiment une confusion que beaucoup de personnes font parce que Marcel Brands a une stature voilà, importante avec justement ces dernières années à Everton, critiqué ou pas critiqué, il y a eu des coups, etc. etc. Tous les dossiers un peu chauds de cet été, Xavi Simons, les prolongations aussi, Sangaré, la prolongation de Sangaré, je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Les promotions aussi de jeunes qui ont été appuyées par Ruud van Nistelrooy, Luc de Jong, tout ça c'est fait par John de Jong. Le seul transfert sur lequel c'est vraiment impliqué personnellement et un des souhaits de Marcel Brands, ça a été Brands-West, qui est un jeune espoir défenseur central gaucher, un géant qui vient de Everton. Et ça, c'est un petit peu un des seuls souhaits de Marcel Brands. Tous les autres dossiers ont été principalement dus à John de Jong. Donc pour l'instant, l'impact de Marcel Brands est relativement limité. Mais on sent que le duo fonctionne très très bien. On sent que le duo fonctionne très très bien. C'est un duo qui est ambitieux, c'est un duo qui comprend bien le club, et je dirais même un trio avec Ruud van Nistelrooy, qui sont aussi capables de faire infléchir des joueurs, comme par exemple des Sangaré, qui avaient des propositions de Première Ligue, que ce soit de West Ham, que ce soit justement d'Everton, ou peut-être même d'autres clubs, pour justement les convaincre de rester. Voilà. Mais alors c'est bien que tu parles de Sangaré parce qu'effectivement, on a vu qu'il a re-signé pour 5 saisons cet été. Alors je sais pas s'il fera les 5 saisons du côté du PSV, l'avenir nous le dira, mais moi j'ai été assez marqué, tu le disais, il était très courtisé en Première Ligue. La Première Ligue n'a pas spécialement de mal à recruter des joueurs. On a vu Onana de Lille qui est parti pour Everton justement pour je sais plus 37 ou 40 millions d'euros. J'enlève rien au talent d'Onana, mais en gros, Sangaré, c'est probablement quelque part aussi dans ces eaux-là, hein, entre 35 et 45 millions d'euros. Donc, s'il avait voulu partir, il serait parti. Or, il prolonge. C'est quand même un signe fort. Et moi, je me pose la question, en fait, pourquoi? Je pense que ça dépasse aussi la Ligue des Champions, mais qu'est-ce qui fait qu'un Ibrahim Sangaré décide de prolonger au PSV plutôt que de partir en Première Ligue? On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que t'as une vraie culture club aux Pays-Bas. Et dans cette culture club, avec justement des institutions qui sont très fortes, des hommes qui sont justement très forts et qui sont bien implantés dans les clubs, il y a aussi une vraie notion de football first. Développement d'un joueur first, carrière d'un joueur first, projet de jeu first. Voilà, on a cette notion que le football justement
doit être le centre des discussions. Et tu as aussi du coup cette notion de respect. Tu as beaucoup d'agreements, on appelle ça un petit peu les gentleman agreements, où tu vas avoir un joueur qui accepte de rester au club, de prolonger aussi, même parfois, en échange une revalorisation salariale qui le place dans les meilleurs salaires du club. Donc ça a été le cas par exemple pour Sangaré, ça a été le cas aussi pour Cody Gakpo en janvier dernier. C'est quelque chose aussi qui se fait énormément à l'Ajax, avec par exemple Hakim Ziyech, pardon. Et en échange de quoi, tu vas avoir une sorte de clause un peu induite entre la direction et le joueur et ses agents pour que au prochain mercato ou l'année d'après, au prochain l'été d'après, le club soit à l'écoute des sollicitations à partir d'un certain montant, le club facilite le départ du joueur, le club peut-être, admettons, revalorise d'un point de vue salarial le joueur. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour Ibrahim Sangaré, qui actuellement reste quand même un jeune joueur, qui est un joueur qui n'est pas arrivé il y a trop longtemps au PSV et qui à 24 ans a encore peut-être tout intérêt à rester une année à jouer la Ligue des Champions, à jouer le titre avec un salaire parmi les meilleurs du club et parmi l'un des meilleurs aussi des Pays-Bas, plutôt que de peut-être s'aventurer dans un club relativement milieu de tableau en Angleterre, et qui se dit que l'année prochaine pourra beaucoup plus viser un club de haut de tableau. Ce qui s'est passé, en tout cas pour le cas de Ibrahim Sangaré particulièrement, c'est qu'il avait une clause de 35 millions d'euros, une clause libératoire, ce qui est relativement courant, mais pas forcément inscrit dans les contrats. Ça peut être justement des clauses un petit peu induites. Aucun club s'est manifesté pour faire sauter cette clause jusqu'au, si je te dis pas de bêtises, jusqu'au 15 juillet. Et à partir de ce moment-là, le club s'est dit que pour avoir l'esprit tranquille, la principale priorité du club cet été, c'est vraiment la qualification en Ligue des Champions. C'est ce qui peut tout changer d'un point de vue financier, d'un point de vue de la stature et aussi d'un point de vue des transferts. Donc pour avoir l'esprit tranquille et pour pouvoir garder l'un de ses meilleurs joueurs de ces dernières saisons et qu'il ait l'esprit tranquille, c'est dit que on allait revaloriser ce joueur, le faire prolonger symboliquement d'une année, en échange de quoi cette clause de 35 millions serait appliquée à partir de l'été prochain et que n'importe quel club qui se présente avec 35 millions pourrait la faire sauter. Donc c'est pour ça qu'en fait tu as une sorte de gentleman agreement qui souvent permet à des très bons joueurs assez sollicités de rester, en échange de quoi ils vont continuer la progression, puisque ça reste quand même des clubs vraiment très formateurs aux Pays-Bas, en Coupe d'Europe, avec un accès en Coupe d'Europe, avec un salaire vraiment confortable, avec une place de titulaire quand tu vas viser par exemple une place de titulaire à la Coupe du Monde, une place dans un groupe de qualification pour la Coupe du Monde. C'est important d'avoir une place de titulaire. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé pour Ibrahim Sangaré, et probablement aussi c'est ce qui pourrait se passer pour Cody Gakpo au PSV si justement il n'est pas encore transféré d'ici une semaine. Alors effectivement, on en parle, hein, Eric Ten Hag à Manchester voudrait faire et Anthony et Cody Gakpo. On verra si c'est le cas. Gakpo, qui est d'ailleurs un enfant d'Eindhoven, formé au club, mais né aussi à Eindhoven, donc il représente bien un peu tout ce que tu nous expliques depuis le début. Je prends son cas personnel pour faire la transition vers la formation. Euh, quel est, euh, quel est aujourd'hui le niveau des infrastructures en termes de formation comme le PSV? J'ai encore en tête, il y avait un petit docu qui était sorti sur YouTube il y a un an ou deux sur Noni Madueke, tu sais, l'anglais qui était parti de Tottenham pour le PSV parce que pour lui, il lui paraissait plus clair et plus évident d'arriver en équipe première en passant par la case équipe de jeunes au PSV qu'à Tottenham. C'est là qu'on se rend compte aussi de la magnitude d'un club comme le PSV qui arrive à attirer un des plus gros prospects anglais de l'époque. Et on voit sur les saisons qu'il a fait pour l'instant avec le PSV que ça a l'air de se matérialiser. Voilà, c'est quoi aujourd'hui la qualité des infrastructures en termes de formation au PSV? Euh, alors, de manière générale, il y a assez peu de clubs vraiment très formateurs.
aux Pays-Bas. Mais le PSV, c'est sûr et certain que depuis des années et des dizaines d'années, la formation est vraiment au cœur voilà, de la culture du club. Du coup, c'est vrai que le centre de formation, les infrastructures ont vraiment évolué avec la réussite du club, avec les investissements dans l'équipe première aussi. Actuellement, le PSV a un campus qui est situé à peu près à 3-4 km du centre-ville, donc vraiment très très proche, avec de nombreux terrains d'entraînement. Ils vont avoir aussi des terrains d'entraînement synthétiques, puisque le synthétique reste encore malheureusement assez populaire dans certains clubs aux Pays-Bas, même si la tendance va quand même sur des terrains un peu plus naturels. Et du coup, voilà, c'est un club qui dispose d'infrastructures vraiment de très très haut niveau. Et surtout, comme on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, qui permet à ces jeunes d'évoluer d'une catégorie sur l'autre et de très vite avoir accès à une division professionnelle, mais via une équipe de jeunes. Donc ça leur permet vraiment de se confronter à des joueurs beaucoup plus matures physiquement, de pouvoir faire une sorte de bond assez significatif dans leur développement entre 19 et 21 ans. Et surtout après, ça leur permet aussi de gratter très rapidement du temps de jeu en professionnel. Ce qui, pour un cas comme Noni Madueke, était hyper important puisque dans des clubs comme Tottenham, comme Chelsea, etc., pour pouvoir donner du temps de jeu en professionnel aux jeunes, on est obligé d'externaliser la formation. Donc, du coup, d'envoyer des jeunes dans des équipes de Championship ou de Ligue 1 en Angleterre, de temps en temps aussi de les envoyer au Portugal, dans des divisions secondaires en Espagne, où la qualité des terrains peut être un peu différente des clubs vraiment professionnels de haut niveau, en tout cas des clubs européens. Donc voilà, donc ça peut être un frein aussi pour le développement des jeunes. Là où justement des clubs comme Feyenoord, Vitesse aussi, ou le PSV ont vraiment des infrastructures très 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 bonnes. Et on remarque vraiment qu'on a un franc, comment dire, un franc bond en avant chez certains jeunes, notamment par exemple Noni Madueke, mais tu as aussi d'autres joueurs comme par exemple Mauro Junior qui a été recruté à 17 ans à Sao Paulo, si je te dis pas de bêtises, et qui justement a pu parfaire son développement physique en équipe de jeunes et qui très récemment et même ces derniers mois évoluait à des postes de latéraux gauche ou latéraux droit, là où il était beaucoup plus ailier. Donc voilà, c'est un joueur qui du coup peut vraiment parfaire son développement en équipe de jeunes. Et je pense que c'est ça qui est assez important et qui est vraiment mis en avant dans la formation de ces clubs-là aux Pays-Bas, c'est de pouvoir donner le maximum de jeu aux jeunes et puis surtout après de les faire évoluer dans des infrastructures qui sont qualitatives et un championnat qui reste quand même relativement qualitatif. Oui, ce championnat de deuxième division où finalement, on va le dire comme c'est dit dans le milieu, mais de jouer contre des hommes. Où au final, ces équipes de Young Ajax, Young PSV, Young Feyenoord, finalement, jouent en deuxième division contre des équipes qui ne sont pas des équipes de jeunes. Et donc, potentiellement, tu peux rester dans ton club et potentiellement, si tu es bon la moitié de la saison avec les jeunes, bah, tu peux tout de suite monter en équipe 1 et tu restes dans ton club, dans ton environnement. Donc, ça participe probablement aussi à l'éclosion des talents. Euh, on parlait de Cody Gakpo qui est aujourd'hui, on va dire, l'image de la formation d'excellence du PSV. On verra s'il va y rester cette saison ou pas. Ça dépend probablement aussi du résultat de ce soir. Qui sont les prochains joueurs qui, pour toi, les deux, trois, donne-nous deux, trois noms de joueurs qui, pour toi, vont lui succéder et avoir, connaître une transition à succès entre les équipes de jeunes et l'équipe première. Alors, pour moi, le futur vraiment Cody Gakpo, c'est un jeune qui s'appelle Isaac Babadi. C'est un jeune qui évolue actuellement en, donc voilà, avec l'équipe de jeunes du PSV alors qu'il a que 17 ans. Donc il est déjà surclassé deux fois, l'équivalent de U19 puis après l'équivalent de U21, qui est international aussi néerlandais la catégorie U17, qui a fait un très très bon parcours à, comment dire, à l'Euro U17 en étant en finale, en perdant que 2-1 contre la France, donc du coup l'été dernier. Et, euh, et sinon, tu as vraiment beaucoup de joueurs comme ça qui frappent à la porte. Alors pas des joueurs aussi jeunes.
Concrètement, c'est vrai que 17 ans, c'est très très jeune. Tu as aussi Van Duven, qui est pareil, un phénomène de 17 ans, qui évolue au poste d'attaquant, plutôt attaquant de pointe, très mobile, très rapide, très technique aussi, la technique très très important aux Pays-Bas. Mais tu as d'autres joueurs, notamment par exemple un Antonis qu'on a vu en préparation. Tu vas avoir un Colin aussi, qui est extrêmement prometteur, un Tielemans aussi, même s'il n'y a pas de lien de parenté avec le joueur Mmh. belge de Leicester. Donc voilà, c'est des joueurs qui profitent du fait d'avoir une équipe U21, comme tu l'as dit, qui se confronte à d'autres équipes un peu plus en avance physiquement, un peu plus voilà, un peu plus des hommes. Et aussi, c'est des joueurs qui bénéficient beaucoup du temps de la rotation à l'entraînement. On a un groupe de 22, 23 joueurs, un groupe relativement restreint. Et puis, on retrouve souvent comme troisième choix à un poste, voire même quatrième choix en défense centrale, un jeune comme Vos, comme Celt aussi en défense centrale, qui du coup font la préparation avec l'équipe de jeunes, peuvent se montrer. Et après, tu as aussi beaucoup de voilà, quand on sent que le joueur est relativement mûr et peut-être un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop mûr pour pouvoir évoluer dans cette seconde division là. Du coup, on le prête à d'autres équipes euh, des Pays-Bas, donc c'est quelque chose qui se fait énormément. Il y a aussi beaucoup de transferts gratuits avec après des clauses de rachat. C'est notamment le cas pour Shurandish Sambo, qui est du coup le troisième choix au poste de latéral droit. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont tous quasiment joué en professionnel avec l'équipe A, que ce soit en Europa League, parfois même certains en Ligue des Champions ou en Eredivisie. Et du coup, tu as quand même de temps en temps, pour pallier une blessure, un remplacement d'un Johan Bakayoko qui va remplacer un Noni Madueke avec exactement le même profil, puisque ce joueur a fait toute la saison l'année dernière sous Ruud van Nistelrooy, a une des qualités très similaires à un Noni Madueke, et surtout bénéficie, on l'a évoqué tout à l'heure, de la pleine confiance du coach, ce qui lui permet vraiment de prendre beaucoup plus d'assurance en match. Voilà. Ok. Écoute, Mathieu, on s'approche de la fin. Ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble. Je vais te poser une dernière question avant de te libérer pour voir tes joueurs potentiellement avancés en Europe. Dans les dernières confrontations en finale face à l'Ajax, le PSV reste sur une victoire en Coupe des Pays-Bas la saison dernière et une victoire en Supercoupe en démarrage de cette saison. On l'a rappelé en introduction, le barrage retour ce soir contre les Rangers. Ils sont allés faire 2-2 à l'aller à Ibrox en Écosse. Qu'est-ce que tu vois comme saison, toi, pour le PSV? Est-ce que tu vois le premier titre depuis 5 ans en championnat et une qualification en Champions League? Et le cas échéant, qu'est-ce qui pour toi représenterait un bon parcours en Champions League cette saison? Alors, je pense que la principale priorité à court terme, c'est bien sûr le match de ce soir, la qualification en Ligue des Champions. Tout autre résultat qu'une qualification, donc du coup d'être reversé en Ligue Europa, ce serait forcément une déception. Néanmoins, c'est quand même un entraîneur extrêmement jeune aux commandes, qui dispute uniquement son sixième match, ou septième match, pardon, je crois. Non, sixième match ce soir, aux commandes de l'équipe première. Donc du coup, c'est vrai que voilà, on est sur un objectif qui est affirmé. Mais néanmoins, on reste quand même patient avec Ruud van Nistelrooy. Sur le plan national, par contre, l'objectif est clair. L'objectif a coûté la tête de Roger Schmidt. L'objectif, c'est le titre. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher l'Ajax. Voilà, le titre a échoué à 2 points, à peut-être certains détails l'année dernière, en tout cas selon les suiveurs du club, les journalistes, l'équipe dirigeante, etc. Je pense que dans les confrontations directes, le PSV n'était pas là, tout simplement, contre le Feyenoord. Voilà, il y a eu des scores vraiment fleuves. Contre l'Ajax aussi, le match aller, c'était à peu près la même chose. Beaucoup plus que de couacs, qui ont coûté notamment la troisième place, par exemple, au Feyenoord. Cette année, on veut se confronter à l'Ajax les yeux dans les yeux. C'est-à-dire que toutes les confrontations directes doivent être remportées, et ça doit permettre de remporter le titre in fine. On a beaucoup de moyens qui ont été mis à la disposition de Ruud van Nistelrooy, parce qu'on a une santé financière qui est vraiment très importante, même à travers des transferts comme Scamacca,
à West Ham, si je ne te dis pas de bêtises, le PSV va percevoir à peu près 10 à 15% du transfert final, donc une somme relativement importante par rapport au budget du PSV qui leur permet de consolider la santé financière du club ou tout simplement d'aller chercher aussi des joueurs comme Luc de Jong, extrêmement populaire, qui a certes une place à défendre à la Coupe du Monde, qui restait un petit peu sur peut-être voilà, une expérience en demi-teinte au Barça, mais qui pour le PSV reste un très très grand joueur. Donc voilà, on a des postes qui sont doublés pour pouvoir à la fois jouer sur le plan national la qualification en Ligue des Champions très tôt. Le PSV a fait son recrutement très tôt, mais surtout après sur le plan national d'aller chercher ce titre, d'aller chercher ce titre. Donc lors de la confrontation en Supercoupe contre l'Ajax et la victoire qui s'en est suivie, c'est vrai qu'on a eu vraiment un très très fort élan d'optimisme qui a conforté les dirigeants John de Jong, Marcel Brands et aussi Ruud van Nistelrooy dans sa maigre encore expérience d'entraîneur sur le fait que l'Ajax cette année était largement prenable. Donc voilà, ça va être l'objectif principal. En Ligue des Champions, je pense qu'il ne faudra peut-être pas se faire d'idées. Le principal objectif, c'est d'être qualifié pour pouvoir avoir la manne financière de la Ligue des Champions. Tout ce qui va être de sortir des poules, finir à la deuxième ou troisième place, etc., etc. Bon, ça reste un petit peu du bonus. La qualification en Ligue des Champions pourra potentiellement faire passer le PSV dans une autre dimension, pouvoir faire retenir certains joueurs comme Cody Gakpo, puisque avec la Coupe du Monde qui s'approche en novembre-décembre, c'est vraiment important d'avoir cette vitrine pour le PSV. Donc voilà, moi j'attends pas énormément de choses de la qualification qui pourrait s'en suivre ce soir en Ligue des Champions, puisque le PSV sera probablement chapeau 3, si je ne te dis pas de bêtises, devrait avoir pas mal de grosses cylindrées dans son groupe. On se rappelle ces dernières années qu'on a eu quand même l'Inter Milan, qu'on a eu le Barça. Voilà, on a toujours une grosse cylindrée qui en général trust la première place, mais par contre, voilà, permettre au PSV de pouvoir un petit peu faire mûrir des joueurs avec la Ligue des Champions ou de pouvoir les garder, ça c'est vraiment très très important. On rappelle pour préciser que Scamacca avait quitté le centre de formation de la Roma pour le PSV dans ses très jeunes années, ce qui fait qu'aujourd'hui le PSV va toucher une prime de formation. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais effectivement ils vont toucher un pourcentage sur sa vente à West Ham. Euh, Et là-dessus, parce que ça revient un petit peu ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Là-dessus, c'est Marcel Brands. C'est Marcel Brands qui à l'époque était directeur technique, donc qui s'occupait énormément des équipes de jeunes, qui avait convaincu le joueur qui avait justement comment dire une maturité assez exceptionnelle pour son âge à 16-17 ans, qui faisait déjà 1,90 m, de venir se développer aux Pays-Bas. Il s'est trouvé que c'est un joueur qui était extrêmement sanguin, et du coup, ça a vraiment pas matché avec le PSV. Mais à son départ, Marcel Brands a dit bon bah voilà, on va mettre une clause de revente de 15%. Et puis du coup, bah là, quasiment 5 ans plus tard, on le voit rapporter plusieurs millions au PSV. c'était déjà un bon coup, c'était déjà bien vu de la part de Brands à l'époque. Mathieu, je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté sur ce club qui finalement on entend et qu'on voit chaque année, mais qu'on connaît pas si bien que ça. Et c'est un peu le principe sur Clean Sheet de faire connaître ces clubs qu'on pense connaître, mais au final, on apprend toujours plein de choses. Pour conclure et avant de te libérer, quels sont les projets là pour la rentrée, pour la fin d'année sur ton compte, potentiellement sur le compte de FootNL, voilà, qu'est-ce qui est dans les cartons là? Alors moi j'ai une année professionnelle qui est assez chargée en ce moment. Néanmoins je reste toujours très actif sur Twitter. Donc sur mon compte perso ça va être bien sûr de m'impliquer et d'essayer d'assurer une sorte de couverture méritée à ce championnat et à ce club aussi. Donc on espère bien sûr avoir une qualification en Ligue des Champions et puis bien sûr le point d'orgue de cette année ce sera bien sûr la Coupe du Monde au Qatar avec une équipe nationale relativement forte et relativement prometteuse avec un Louis van Gaal qui, on l'espère, tirera sa révérence sur un très bon parcours en Ligue des en Coupe du Monde. Et avec FootNL, donc je fais un petit peu le rôle de consultant puisque j'ai pas assez de temps pour pouvoir m'impliquer en tant que community manager dans l'équipe. Mais voilà, c'est de pouvoir donner un petit peu de la matière à ce compte à travers des articles
à travers des participations au podcast. Donc voilà, j'en suis plus que ravi de participer ce soir pour faire connaître le PSV et différents spaces. On a plusieurs projets sur les voilà dans les bacs avec l'équipe pour pouvoir essayer de donner un petit peu plus de visibilité à ce championnat, puisqu'on remarque quand même qu'il y a de plus en plus de transferts et de médiatisation autour des joueurs néerlandais qui évoluent aux Pays-Bas. Donc je l'espère en tout cas que cette année sera un grand cru pour le football néerlandais et un encore plus grand cru pour le PSV. Eh ben écoute, on verra ça dans quelques minutes puisque là il est 20h30 et donc le PSV va jouer dans quelques minutes le match retour contre les Rangers. Mathieu, merci encore à tous. On se dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Merci Clean Sheet.